cours d'une rencontre au Vatican entre scientifiques et religieux, le pape François a rappelé la nécessité d'agir pour le climat et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures. À quelques semaines des COP26 de Glasgow, le chef religieux attend que les États membres apportent des réponses efficaces à la crise économique sans précédent. De ces rendez-vous, les négociations entre dirigeants de la planète s'annoncent houleuses. Pour les souverains pontifes, pèlerinage vers une économie propre est plus que sollicité afin de commencer à agir en faveur du climat en cette période de crise sanitaire de Covid-19. Permettez-moi de vous proposer 3 concepts pour réfléchir à cette entreprise commune, dit-il. L'ouverture à l'interdépendance et au partage, le moteur de l'amour et l'appel au respect. Les participants à la rencontre ont à la fin de cet appel conjoint demandé aux pays riches de prendre l'initiative de réduire leurs propres émissions et de financer les réductions des émissions des nations les plus pauvres. Le chef spirituel insiste sur l'impératif moral de protéger l'environnement pour les générations futures. Nous avons, dit-il, besoin que nos jeunes poursuivent leur appel au changement avec la même passion qu'aujourd'hui. Nous avons besoin que les scientifiques amplifient encore leur voix dans le débat public et que les chefs religieux utilisent leur leadership pour plaider en faveur de l'action. Selon les chefs religieux, ces comportements néfastes pour l'environnement viennent des racines des conflits, d'avidité, d'indifférence, d'ignorance, de la peur, d'injustice, d'insécurité et de la violence. Ces racines des conflits provoquent par conséquent des graves blessures que le monde inflige à l'environnement, comme les changements climatiques, la désertification, la pollution et la perte de la biodiversité. L'automédication, pratique qui consiste à utiliser des médicaments disponibles sans ordonnance pour se soigner, sans avoir demandé d'avis médical au préalable. Elle peut consister à consommer un médicament acheté en pharmacie ou à réutiliser un médicament qui nous avait été prescrit dans un autre contexte. L'automédication est pratiquée partout dans le monde avec les spécificités propres à chaque région. En cas de fièvre chez l'enfant, par exemple, nous cherchons d'abord à stabiliser la température en lui administrant du paracétamol et voir le reste par la suite. C'est des collutoires, ce sont des pastilles pour la gorge quand ils ont la gorge un peu irritée, voilà. Et puis des sirops pour la toux, des choses comme ça. Je crois que toutes les mamans ont connu la période des dents, par exemple, où vraiment l'enfant manifestement souffre énormément. C'est vrai qu'avant d'aller voir le médecin, on prendra un suppositoire. Les médicaments disponibles sans ordonnance permettent de soigner de maux connus et bénins sans avoir besoin de demander un avis médical. Cela permet de gagner du temps et de soulager rapidement certains maux et douleurs. Cependant, les spécialistes sont catégoriques, pas plus de 48 heures. Lorsque l'enfant se plaint de douleurs abdominales, la maman essaie d'observer pour identifier la vraie cause qui peut être une intoxication alimentaire ou autre chose. En cas de persistance des douleurs ou de la fièvre, nous nous orientons vers les centres appropriés et faire examiner l'enfant. En automédication, faire ce qui leur semble bien, et ça ne posera absolument aucun problème à partir du moment où ils gardent bien en tête que c'est 24 heures, 48 heures maxi. Puis après, si ça passe pas, ou si ça s'aggrave, ou si ça se transforme, ou si on sent que ça ne va pas, il faut aller voir le médecin. En masquant certains symptômes utiles au diagnostic, l'automédication peut entraîner un retard dans la prise en charge d'une infection. Par la méconnaissance des effets secondaires et de la composition des médicaments en cause, elle peut être à l'occasion d'intolérances, d'allergies ou d'interactions médicamenteuses. En République démocratique du Congo, il faut ajouter à cela la consommation des plantes médicinales et des médicaments traditionnels. Il y a une résistance surtout. Il y a de ces maladies aussi qui créent la résistance. Il y a de ces médicaments plutôt qui créent la résistance. Et surtout que si tu n'as pas passé auprès d'un médecin, soit d'un assistant médical, soit d'un laboratoire, donc en général d'un corps médical, donc tu risques de taper à côté. À côté là, il y a risque de créer une résistance. Mais malheureusement, c'est utilisé, comme on dit, de manière traditionnelle. La dose n'est pas bien connue. Et même à l'époque, ça avait entraîné beaucoup d'accidents en milieu rural.
Tout médicament est poison, tout poison est médicament, tout n'est qu'une question de dosage. Les médicaments ne sont pas des bonbons. Ils sont bénéfiques pour lutter contre une pathologie donnée. Ils ont également des effets secondaires plus ou moins sévères. Chaque patient est unique et nous ne réagissons pas tous de la même manière face à une molécule. Un traitement efficace chez un patient ne le sera peut-être pas chez son voisin. L'accompagnement d'un spécialiste est donc indispensable pour garantir une prise responsable de médicaments. La République démocratique du Congo, avec ses potentiels économiques au cœur de l'Afrique, est un scandale géologique. Des Kachomboy à Kilomoto, en passant par Kisenga, on trouve toutes sortes de minéraux et de richesses comme l'or, le cuivre, l'uranium, les coltans et les diamants. Mais n'oublions surtout pas les potentiels énormes du secteur touristique. Selon certains spécialistes, les ressources minières de la RDC ne sont exploitées qu'à 50% et qu'il existe encore d'autres ressources naturelles sur toute l'étendue de la République non encore exploitées. Le ministère du Tourisme a des moyens humains insuffisants pour développer le tourisme. Les fonds pour la promotion du tourisme est obsolète. Une redevance qui ne tient pas pour développer le secteur du tourisme. L'Office national du tourisme a aussi des moyens humains insuffisants pour développer le secteur du tourisme. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État, notre chef, Félix Tshisekedi Tshilombo, de piloter lui-même la tête de l'expertise du tourisme. Des organisations des droits de l'homme et d'autres observateurs décrivent une certaine opacité dans la gestion des ressources naturelles du pays, puisque celle-ci ne contribue qu'à la hauteur de 18% du budget national, alors que la RDC regorge en son sein plusieurs réserves touristiques qui peuvent constituer, sur une bonne politique touristique, une grande ressource d'emploi et de recettes pour l'État, comme les fonds d'autres pays du monde. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame lui-même, qui est à la tête du secteur du tourisme, et il investit presque $1 milliard l'année pour promouvoir le tourisme au Rwanda. Les technoscientifiques du tourisme, les sachants du tourisme, ils sont au Canada, ils sont en Afrique du Sud, des Congolais qui vivent aussi ici au Congo, de nous regrouper tous autour du chef de l'État pour créer un groupe d'experts, un groupe des intelligences pour développer le secteur du tourisme. Alors que le pays dispose de 9 parcs nationaux avec des animaux que l'on peut retrouver nulle part ailleurs, elle pouvait profiter de la situation pour développer globalement son économie et à améliorer les conditions de vie de ses populations locales grâce au tourisme. Signalons que c'est depuis le lundi 11 octobre que le ministre du Tourisme Modéron Simba a lancé la semaine congolaise du tourisme. Ces assises prennent pied sur les thèmes de la Journée mondiale du tourisme 2021 intitulée « Tourisme et croissance inclusive ». Accompagné d'un cabinet d'avocats, Médard Diéya, président du parti écologique Soleil, a déposé une plainte contre l'entreprise minière Teke Fungurume pour pollution de l'environnement au village Kabomboa dans le but de sanctionner l'entreprise concernée. Ces derniers fustigent la pollution des eaux, de l'air et des produits agroalimentaires par cette usine. Ses membres reprochent à l'entreprise d'être à la base de l'apparition de maladies dermatologiques chez les habitants. Selon ce parti de lutte contre la pollution, cette entreprise multinationale devra réparer les préjudices causés. Je suis venu au parquet général de la province de Lualaba pour déposer la plainte parti écologique Soleil contre l'entreprise Teke Fungurume pour avoir pollué le village de Kabomboa. Le parti s'est constitué en parti civil pour traîner cette multinationale devant la justice afin qu'elle répare. Écoutez, les échantillons prélevés ont été initiés par Teke. Teke lui-même ne peut pas être à la fois juge et parti. C'est lui le pollueur. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas prélever. C'est pourquoi nous sommes venus vers le parquet. Rappelons que ces activistes avaient lors d'une descente effectuée dans ces villages, situés à 12 km de la commune de Fungurume, promis de saisir les instances judiciaires, nationales et internationales, si l'entreprise ne tenait pas à sa promesse de compenser les habitants et de commencer à gérer convenablement ses eaux usées. Médard Diéya et son équipe ont tout de même
appelé à l'implication du chef de l'État et du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, en vue de réhabiliter la population dans leurs droits. F. Bazaïba, réagissant à une correspondance lui adressée par les représentants des organisations, des jeunes de la société civile environnementale et experts, renseigne que l'arrêté portant autorisation d'abattage d'animaux protégés, moyennant les paiements d'argent signé par les anciens ministres des Finances et de l'Environnement, fait l'objet d'une analyse sereine, approfondie et impartiale par les experts attitrés de son cabinet. Inquiet de l'extermination des animaux qui se trouvent qu'en RDC, ces jeunes invitent la ministre de l'Environnement et Développement durable à prendre des décisions qui n'excluront en aucun cas de figure dans l'intérêt de la République. Nous étions appelés à la vice-primature de l'environnement, on nous a remis la lettre qui est là. C'est une réponse de Mme F. Bazaïba qui a répondu, qui a trouvé l'intérêt dans notre réclamation, nous jeunes, nos structures environnementales militantes pour la protection de l'environnement, et pour nous c'est une satisfaction. La vice-première ministre, dans sa détermination de la conservation de l'écosystème congolais, réitère son engagement de ne céder à aucune pression humaine, mais promet plutôt de privilégier l'intérêt de la faune congolaise. On travaille sur les dossiers et on va trouver un compromis. Soit on l'abroge, et si on l'abroge, c'est pour l'intérêt de l'État, et si on ne l'abroge pas, c'est pour l'intérêt de l'État. Donc nous avons proposé, parce que nous avons trouvé qu'il y avait un peu de couac, mais ça dépend d'elle, parce que c'est elle qui a tout le leadership par rapport à ça. Tout ce que nous voudrons est qu'il y ait des conclusions qui, selon ce qu'elle a dit dans la lettre, soient avantageuses pour le bien du peuple congolais. Parce que quand le gouvernement décide, il décide pour nous. Et lorsque nous, peuple, nous pensons que telle ou telle action du gouvernement n'a pas l'espoir dans l'avenir, comme notamment cet arrêté qui est en train de permettre d'autoriser légalement l'abattage des espèces totalement protégées, alors qu'il y en a un effectif très faible, nous avons dit non. Cet arrêté signé au mois de février 2020 et publié dans le journal officiel 5 mois plus tard autorise la vente et l'abattage même des espèces en voie d'extinction protégées par la Convention de Washington sur le commerce des espèces. À titre illustratif, selon le dit arrêté, si on débourse $1445, l'on peut captiver un éléphant des forêts pour les détenir en captivité. L'opération revient à $1885 et pour l'abattre, la somme à débourser est de $2885. Un rapport de la Banque mondiale modélise le déplacement de populations à l'intérieur de leur propre pays selon 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique du Nord serait parmi les régions les plus touchées. Dans son dernier rapport intitulé Grand Thrill, lame de fond, la Banque mondiale avertit que le changement climatique constitue un facteur de migration de plus en plus puissant qui pourrait contraindre d'ici à 2050 jusqu'à 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur pays à la recherche de meilleures conditions de vie. En croire Jürgen Weigel, vice-président de la Banque mondiale chargé du développement durable, si les pays commencent de maintenant à réduire le gaz à effet de serre, à combler les écarts de développement, à restaurer les écosystèmes vitaux et à aider les gens à s'adapter, la migration climatique interne pourrait être réduite jusqu'à environ 80%. Ce rapport complète le premier du genre, publié en 2018 et focalisé sur 3 régions du monde, dont l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. L'institution avait alors projeté 143 millions de migrants climatiques d'ici à 2050 pour cet ensemble géographique. Elle a cette fois ajouté 3 autres régions, l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Afrique du Nord ainsi que l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Dans un monde à 4 degrés.